tous dans cette session de l'OMS sur l'établissement des coûts, la budgétisation du vaccin contre le COVID-19. Nous allons parler du soutien, de l'approche pour le soutien de ces opérations aux Amériques et en Europe. Je m'appelle Bruce Struminger et je serai le premier à vous accueillir et je vais vous présenter également quelques petites choses. Tout d'abord, nous avons l'interprétation en français, russe et espagnol. Cliquez sur le bouton interprétation, le petit globe en bas à droite de la barre d'outils Zoom. Cliquez sur interprétation et puis cliquez sur la langue que vous voulez entendre. Et si vous ne voulez pas entendre l'audio original, vous pouvez cliquer sur Mute Original Audio. De cette façon, vous n'aurez pas d'interférence. Nous avons hâte d'avoir vos questions et vos commentaires. Tapez-les dans la partie questions et réponses. Nous les regarderons et nous espérons pouvoir répondre à un maximum de vos questions et de vos commentaires. Si vous avez un problème de logistique ou d'informatique, des questions ou concernant le certificat de participation, l'attestation de participation, mettez-les dans le chat également, c'est-à-dire dans la discussion. Nous avons des sous-titres en anglais de l'original, donc vous pouvez l'utiliser. Ça se trouve entre questions et réponses et interprétation. Si vous cliquez là-dessus, vous pourrez avoir les sous-titres en anglais. Cette session est enregistrée comme toutes nos sessions de cette série. Et comme vous êtes là, vous consentez à être enregistré. Nous vous mettrons en commun les enregistrements en anglais, français, espagnol et russe. Et dans le chat, dans la discussion, il y aura des liens pour vous rendre sur le site et pouvoir écouter ces enregistrements. Il y aura une attestation de participation par l'Université du Nouveau-Mexique et il arrivera sous la forme d'un lien dans la discussion. À la fin de la session, il y aura également une petite enquête, un petit sondage pour vous. S'il vous plaît, remplissez-le, répondez-y, qu'on puisse nous améliorer à l'avenir. Merci. Concernant les données, leur utilisation, les données vous concernant, quand vous répondez aux questions, quand vous vous enregistrez, etc. Ces données sont conservées et nous les partagerons avec le financeur du projet. Là-dessus, bien, j'ai le plaisir de passer la parole à Karine Young de l'OMS pour animer cette session. Merci Bruce. Bonjour. Je suis Karine Young de l'OMS, le siège de l'OMS. Aujourd'hui, c'est la deuxième session de cette série et nous sommes heureux d'avoir des représentants de l'Amérique latine et de l'Europe concernant l'établissement des coûts et la budgétisation de la vaccination contre le COVID-19 en Amérique et en Europe. Le 22, nous aurons une session sur la planification et l'application de la vaccination contre le COVID-19. Vous trouverez un lien pour vous enregistrer, pour vous inscrire dans le chat, dans la discussion. Aujourd'hui, notre ordre du jour, c'est la planification. Nous allons écouter le Dr David Soula-Beridze qui va nous parler de la planification, le calcul des coûts de la vaccination COVID-19 dans les pays européens.
Puis le docteur Pagano nous présentera le calcul du coût du PNDV dans les Amériques, soutien technique et résultats de l'analyse du PNDV. Après chacune de ces présentations, il y aura des questions et des réponses pour clarifier le contenu des présentations. Comme vous le savez, vous pouvez mettre vos questions dans les Q&R. Objectifs et objectifs d'apprentissage. Il s'agit d'échanger des expériences sur le soutien à la planification, l'évaluation des coûts et la budgétisation de la vaccination COVID-19 dans les pays des régions d'Amérique et Europe. Et nous pensons qu'à la fin de cette session, vous aurez appris comment la planification et le calcul des coûts de la vaccination contre le COVID-19 ont été organisés au niveau régional dans les Amériques et en Europe. Et vous aurez compris comment les pays sont aidés à utiliser l'outil de chiffrage, le CVIC, et vous aurez appris les résultats de l'analyse du PNDV dans les Amériques. Avant de passer le micro, je voudrais vous commencer le sondage. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît? Dans quelle région de l'OMS travaillez-vous? Afrique, donc dans quel pays dans quelle région travaillez-vous? L'Afrique, l'EMR, l'Europe, l'Amérique latine et d'autres régions, et également quelle a été votre participation au développement du plan national de développement et de déploiement de la vaccination contre le COVID-19. Vous étiez chargé ou vous étiez collaborateur sur l'établissement des coûts et la section établissement des coûts et le financement, ou bien vous participiez à une autre section du plan, et troisièmement, vous étiez un conseiller extérieur concernant l'établissement des coûts et du financement. Et ensuite, quel est le défi le plus important que votre pays rencontre concernant l'établissement de ces coûts pour appliquer le PNDV? Euh, L'interprète n'a pas les questions devant elle. Elle a seulement les deux premières, pas la troisième. Peut-être que vous n'avez pas eu assez de temps, peut-être que vous n'avez pas eu assez de financement, vous manquez d'outils techniques ou autres régions. C'est-à-dire, donc, il s'agit là des défis les plus importants. Et enfin, est-ce que vous avez utilisé le plan, les outils de budgétisation et d'établissement des coûts de l'introduction du vaccin contre le Covid? Euh, oui, on a fini. Oui, mais on n'a pas terminé. Et ensuite, troisièmement, je ne l'ai pas essayé. Et quatrièmement, je n'ai jamais entendu parler de cet outil. La plupart des personnes qui nous ont rejoints sont en Afrique, 50%, et de l'Europe. Et concernant la deuxième question, la plupart d'entre vous n'ont pas participé dans l'élaboration du plan, à l'élaboration du plan. Et vous en apprendrez plus là-dessus. Pour les troisième question, les défis principaux, c'est l'incertitude concernant l'arrivée des vaccins. Et ensuite, la moitié d'entre vous n'auraient pas entendu parler de l'outil CVIC, l'outil de chiffrage. Très bien, nous pouvons maintenant commencer la présentation. Donc, la première présentation par David, qui est consultant auprès de l'UNICEF pour le bureau d'Asie centrale. Merci beaucoup, Karen. Bonjour à tout le monde, je m'appelle David Soula Beritz et
j'ai soutenu certains pays européens en tant que consultant auprès de l'UNICEF pour le développement des PNDV. Donc, mise au point de ces plans dans la région européenne, mise au point de ces plans PNDV a commencé au début de 2021. Avec cette présentation, je voudrais vous partager mon expérience personnelle là-dessus. Voici les pays avec lesquels j'ai travaillé. La Géorgie a terminé son plan à la fin de janvier de cette année. L'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan l'ont terminé à la fin de février de cette année et le Kosovo a terminé son plan en février de cette année. Méthodologie et orientation utilisées pour l'élaboration des PNDV. C'était un nouveau sujet pour la plupart de ces pays et nous avons utilisé deux types de méthodologies. Il y a d'abord la partie problématique du PNDV, puis ensuite la partie coûts et financement. Et ça a été la première vague du début, du lancement, du début du développement de ce plan. La première partie était basée sur la directive pour l'élaboration d'un plan national de déploiement et de vaccination pour les vaccins contre le COVID-19, c'est-à-dire les directives provisoires de l'OMS et de l'UNICEF du 16 novembre 2020. Et la partie sur les coûts et le financement, puisque l'outil CVIC n'était pas disponible à l'époque, eh bien, elle était basée sur les directives pour l'estimation des coûts de l'introduction de nouveaux vaccins dans le système national de vaccination qui a été publié par l'OMS à Genève en 2002. La raison pour laquelle on a choisi cette méthodologie, c'est que l'introduction de ce vaccin, par essence, c'est une introduction d'un nouveau vaccin, même si ça ne faisait pas partie des plans nationaux de l'immunisation. Mais les composants de la budgétisation étaient très, très similaires. Après un moment, trois de ces pays ont décidé de réviser leur PNDV et cette révision a été demandée par les gouvernements de ces pays. Heureusement, la Géorgie et le Kosovo ont décidé de ne pas procéder à cette révision. Révision donc des PNDV. L'objectif était de mettre à jour les parties programmatiques et financières des documents des PNDV existants pour pouvoir y incorporer les informations les plus récentes. Celles-ci concernaient les trois composantes du plan. La première, ces trois pays ont révisé leur stratégie pour sélectionner des groupes cibles de la vaccination contre le COVID-19. Ensuite, ce qui a été révisé, c'est les vaccins reçus et attendus dans les pays parce que contrairement à la première édition du plan où on avait une situation d'incertitude concernant les vaccins, on ne savait pas à quoi s'attendre. Eh bien, au moment de la révision, on avait beaucoup plus d'informations de ce qui avait été reçu, de ce qui avait été alloué et de ce qu'on devait attendre. Et le troisième domaine de révision a été la mise à niveau des systèmes de chaîne du froid parce que ces trois pays avaient décidé de s'assurer d'acheter le vaccin Pfizer qui requérait une chaîne de l'ultra-froid. Et bien sûr, ces changements du côté programmatique et stratégique nécessitaient une des révisions importantes de la budgétisation et de l'établissement des coûts du plan.
et une révision également de la partie coût, établissement des coûts concernant la définition des manques de ressources nécessaires à l'application de différents éléments de ce plan. Pendant le processus de révision, on a utilisé les directives pour l'élaboration d'un plan national de déploiement, une directive provisoire révisée de l'OMS et de l'UNICEF. Et pour le côté de financement, eh bien, on a utilisé l'outil de chiffrage, le CVIC. Ça concerne l'outil de calcul des coûts d'introduction et de déploiement. Concernant les avantages de l'application de l'outil de chiffrage, il y avait des données critiques préchargées au niveau des pays sur la démocratie, l'épidémiologie, la géographie, la logistique, les ressources humaines et le financement de la santé. Ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Ça a été très utile pendant l'exercice de calcul des coûts, parce que quand on travaillait sur ces plans complets, ça dépendait des pays, mais le rassemblement des données a été la partie la plus compliquée du travail pour tout un tas de raisons. Dans certains pays, l'information n'était pas disponible et dans d'autres pays, le gouvernement ne nous communiquait pas facilement ces éléments. Donc, c'était très bien d'avoir ces données préchargées. Et donc, on a révisé les informations existantes et il s'agissait de les affiner pour avoir des informations de meilleure qualité à notre disposition. Ensuite, l'autre partie qui a été très utile dans l'utilisation de cet outil de chiffrage, c'était la souplesse de cet outil qui permettait de faire participer toutes les parties prenantes. Cela impliquait très peu d'implication d'experts ou de techniciens pour finaliser certaines sections. Et il avait la flexibilité dans la prise en compte de différentes stratégies de prestation et de fourniture. L'outil VIC permet d'utiliser différentes stratégies de déploiement des vaccins. Et enfin, c'est un autre avantage, la capacité à prendre en compte différents scénarios d'introduction du vaccin, ce qui nous a permis de traduire la réalité en chiffres et en budget facilement. Suivant, les inconvénients de l'application de l'outil de chiffrage. J'appellerai pas ça les inconvénients, mais les problèmes qu'on a rencontrés dans certains contextes quand on faisait la budgétisation. D'abord, à l'époque où on a travaillé là-dessus, eh bien, on n'avait pas de guide ou de manuel d'utilisation pour l'application de l'outil de calcul des coûts. Donc, il a fallu beaucoup travailler, il a fallu que tout le monde travaille dur pour savoir comment remplir les champs les différents champs de l'outil. Un autre inconvénient, en quelque sorte, c'est la conception complexe de l'outil, sa structure complexe, ce qui nécessite une connaissance approfondie du logiciel Excel ou au moins du temps
pour assimiler l'utilisation de cet outil, ce qui, étant donné les conditions à l'époque, c'est-à-dire la gestion de la pandémie et le processus de vaccination, rendait les choses étaient difficiles, évidemment. Et, et actuellement, il y a une énorme dépendance à l'égard d'une assistance technique externe en raison de l'insuffisance des capacités techniques de certains pays pour l'application de l'outil ou un manque de temps chez les professionnels qui existaient, qui ne pouvaient pas passer beaucoup de temps à étudier cet outil. Également, une faible connaissance des parties prenantes dans les pays sur les avantages de l'application de l'outil, parce que cet outil de chiffrage doit être promu, on doit le faire connaître, parce que les gouvernements ou les autorités ne disent pas quelles sont leurs pratiques de budgétisation et d'établissement des coûts. Et enfin, à cause de tous ces facteurs, il y avait une faible motivation des parties prenantes dans les pays à utiliser cet outil de chiffrage pour le calcul des coûts des plans d'introduction du vaccin contre le Covid. Ceci est lié au point précédent. Ils ne voyaient pas l'intérêt, ils ne comprenaient pas complètement que l'application leur permettrait de faire leur travail beaucoup plus facilement. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé mon exposé. Merci beaucoup, David. Je vois des questions. Vous pouvez mettre les questions dans le Q&A. La première question, c'est comment est-ce que cet outil fait concernant la durée de vie limitée des vaccins? Je peux essayer de répondre à ça. Ensuite, David peut ajouter quelque chose. Je crois que cet outil civique est peut-être mis à jour et donc il y a d'autres éléments qui sont incorporés. Donc, il faut simplement choisir le vaccin et vous aurez les recommandations. Et concernant les incertitudes, eh bien, c'est le principal problème quand il s'agit d'utiliser cet outil. Et donc, c'est quelque chose, quand on commence à utiliser le CVIC, on a un certain plan en tête, mais il va falloir l'adapter, comme David l'a dit. Comme vous le savez, certains pays l'avaient mis au point et puis ensuite ils l'ont mis à jour. Cet outil ne nécessite pas qu'on remplisse à nouveau tous les champs. On peut mettre à jour uniquement certaines données. On n'est pas obligé de tout refaire. Peut-être que David, vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais parler de l'incertitude. Bien sûr, il y a peu de pays qui ont beaucoup d'informations concernant ce qui se passera quand les vaccins arriveront. Mais cet outil civique est un instrument qui permet de traduire la réalité en plan. Et donc, il faut la mettre à jour régulièrement. Dans ces pays, pendant un an, nous avons révisé le contenu au moins une fois au cours d'une année.
puisque la situation change très rapidement et donc cet outil doit être mis à jour pour s'adapter aux changements. Nous avons une autre question sur cet outil. Mais on y a déjà répondu, donc puisqu'on n'a plus d'autres questions, il y a un collègue qui demande si cet outil, on peut l'utiliser seulement pour le plan initial ou après pour les plans de vaccination. On peut utiliser cet outil non seulement pour le plan initial, mais également on peut le mettre à jour. On peut l'utiliser pour les plans mis à jour. Et donc, on peut l'utiliser pour budgétiser, établir les coûts du plan une fois qu'il a été changé, modifié. Et du coup, vous pouvez avoir une estimation rapidement. Il y a d'autres questions? Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, les taper dans la boîte questions et réponses. Puisqu'on attend des questions, j'ai une question à vous poser, David. Vous avez dit qu'il y avait une faible motivation des parties prenantes à utiliser cet outil. Comment est-ce que vous avez convaincu les pays d'utiliser cet outil et qu'est-ce qu'il faut, de quoi ont besoin les pays pour se servir de cet outil? La motivation principale de révision d'utiliser cet outil pour réviser leur PNDV, c'était qu'elle voulait faire une demande auprès de la plateforme COVAX et aux partenaires bilatéraux. Cet outil était une sorte de marque, quelque chose, une assurance qualité. Et je pense que c'était la motivation principale. Dans les pays où j'ai travaillé, eh bien, le crédit de l'outil a augmenté parce que les gens ont vu les résultats et ont vu à quel point ils pouvaient, euh, gagner du temps pour faire l'analyse des coûts et du budget par rapport à des pratiques traditionnelles qui auraient pris des mois et des mois de travail par différentes institutions et autorités si elles avaient voulu mettre sur pied le même plan. Merci bien. Je vois une demande. Nous avons déjà 3 appels. Je crois que nos collègues ont mis les liens dans le chat. Il y a il y a des formations que vous pouvez suivre. Et vous verrez une démonstration de l'utilisation de cet outil CVIC, cet outil de chiffrage. Il y a des questions. Est-ce que c'est seulement l'OMS qui a mis au point l'outil? On a lancé cet outil en novembre dernier. Ça, c'était la première version. Et maintenant, on est à la version 2.2 et ça a été fait en collaboration avec l'UNICEF. Et pendant le développement, on a consulté la Fondation Gates, la Banque mondiale et d'autres collègues qui s'occupaient de soutien et de financement de la vaccination contre le COVID pour que cet outil soit utile au pays. Il y a une autre question. Est-ce qu'on utilise cet outil dans des pays
qui ont... Je ne suis pas sûre, David. Est-ce que vous voudriez répondre? Excusez-moi, je n'ai pas vraiment compris la question. Je crois qu'on demande là si c'est cet outil qui est nécessaire pour les pays qui ont déjà une très bonne couverture par la vaccination contre le Covid. Si un pays a déjà battu la pandémie, il n'a pas besoin de cet outil. Il a été mis au point pour planifier l'introduction de la vaccination contre le Covid et de la vaccination générale euh, dans un pays. Si un pays a déjà de bons chiffres de couverture, eh bien, je pense que la pandémie, malgré cela, ne va pas se terminer cette année. Il pourra bien y avoir un autre plan pour une autre année. C'est pour ça que je pense que peut-être d'autres pays vont pouvoir s'en emparer de cet outil s'ils le trouvent utile, même s'ils ont une bonne couverture vaccinale. Est-ce que cet outil aide à compenser les dépenses occasionnées par le vaccin? Je ne suis pas sûre de comprendre cette question. Peut-être que vous, David, vous la comprenez mieux que moi. Est-ce que la personne qui a posé la question pourrait la clarifier, s'il vous plaît? Je crois qu'on pourra y revenir un peu plus tard à cette question. S'il vous plaît, clarifiez votre question, comme ça nous pourrons la comprendre plus facilement. Maintenant, le moment est venu de passer à l'exposé suivant. Merci beaucoup, David. Nous allons passer à la parole au docteur à Juan Pablo Pagano, qui est responsable technique pour le soutien technique et l'analyse et, et- et l'analyse des plans nationaux de déploiement et de vaccination. Je coordonne la corporation sur l'établissement des coûts et le budget, la budgétisation de ce vaccin dans la zone latino-américaine. Donc, je vais vous présenter une expérience concernant différents pays sur leur budgétisation, établissement des coûts de ce plan de vaccination et également quel soutien est disponible et comment on a soutenu justement ces pays au cours de ce processus au-delà de l'outil de chiffrage. Alors, un aperçu, développement et soumission des PNDV, processus de révision et communication, résultats généraux, etc. Du point de vue des soumissions, eh bien, au début de 2021, 23 pays de la région ont soumis un PNDV officiel à la plateforme des partenaires. Il y avait 10 pays qui bénéficiaient des dons et il y en avait d'autres qui en bénéficiaient. Il y en avait qui bénéficiaient de la garantie de marché et d'autres non. Ce processus est obligatoire pour ces pays afin d'obtenir le feu vert pour recevoir des doses de vaccins fournies par COVAX. Et également, c'était complémentaire à la liste de contrôle VIRAF que les pays avaient rempli déjà concernant leur préparation à vacciner, à recevoir les doses. Et
ce qui est le plus notable, c'est que sur les 10 sections habituelles des plans, l'évaluation des coûts et du financement devait être l'une des plus faibles, reflétant principalement un manque d'expertise technique en matière de budgétisation et d'évaluation des coûts au niveau régional et mondial. Et c'est vrai que cette évaluation n'a pas été très bien faite et on s'y attendait. Ces plans étaient censés être produits en collaboration avec les bureaux nationaux de l'OMS et de l'UNICEF, mais quelquefois nous avons participé à la rédaction des deuxièmes versions après soumission. Le processus de révision en général dans notre région, ce processus de révision commence par la formation d'un comité régional de révision multidisciplinaire pour réviser ces plans. C'est des équipes de vaccination plus système de santé. C'était ces personnes-là, surtout dans ces comités, et j'en faisais partie, c'est-à-dire que ces personnes faisaient un retour sur ces plans. Principal outil de révision, le formulaire standard de révision de l'OMS suivant les chapitres des directives du PNDV. Et également, les sous-groupes ont évalué certains éléments, puis sont revenus tous ensemble pour remplir l'outil. Et puis, il y a eu approbation avec ou sans révision. C'est comme cela que le comité régional de révision a évalué ces plans. Donc, on avait des sous-groupes pour évoluer chacun des certains éléments, comme je disais. Et après la révision de ces éléments séparément par des sous-groupes, eh bien, on s'est remis ensemble et puis on a donné notre approbation avec ou sans révision pour l'allocation de fonds. Pour la révision des PNDV, pour la budgétisation et l'établissement des coûts. En tant que réviseur, nous avons dû définir certains critères. C'est écrit en tout petit pour des, est-ce que le plan est accompagné par des estimations de coûts et est-ce qu'un budget est raisonnable, celui pour les activités planifiées? Et est-ce qu'il y a des sources de financement décrites clairement, y compris celles qui sont sûres? Et puis également, est-ce qu'on a repéré des manques budgétaires? Est-ce que le plan décrit une stratégie qui s'occupe de la budgétisation? Il y avait oui, partiellement, non, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Voilà, c'était ça, le formulaire de révision. Ensuite, la révision des PNDV, l'un des défis techniques qu'on a rencontrés, c'est que nous avons dû définir certains critères pour déterminer par exemple, ce qui était un budget raisonnable et d'autres éléments, à savoir, est-ce que le PNDV contenait un budget raisonnable? C'était difficile à évaluer et nous avons dû nous appuyer sur un examen détaillé de ce qui était stipulé dans les directives du PNDV. Ça a été l'un des moyens. Ces directives étaient produites par l'UNICEF et l'OMS. On a regardé certains chapitres des PNDV qui contenaient des recommandations particulièrement pour savoir comment remplir chaque section. Donc, il a fallu revoir ça et voir si les plans suivaient ces directives. La deuxième chose qui a été très importante, c'était les discussions avec d'autres collègues régionaux et le siège de l'OMS pour voir quels étaient les obstacles qu'ils rencontraient dans les révisions des plans, puisque nous n'avions pas
de directives particulières sur certaines sections. Et donc, c'était très important de parler avec d'autres personnes. Une autre source de conseils, c'était l'examen de preuves internationales disponibles, principalement les estimations du coût unitaire global de la prestation du groupe COVAX pour les pays bénéficiant de la garantie de marché et les données de l'économie de l'immunisation pour chacun des composantes du déploiement de ce vaccin. Ça a été une source de référence quand on a regardé les plans des pays. Également un examen les vaccinations habituelles, très différentes du vaccin contre le Covid, étaient aussi une référence pour nous. Également, on a fait un examen au cas par cas pour s'assurer qu'aucun élément du plan ne manquait. Et puis ensuite, il y a eu des allers-retours avec les pays pour des questions et des clarifications pour que les pays améliorent leur plan. Le retour d'informations sur les éléments de coût et de financement a été discuté au sein du groupe élargi du CRR. Et il y avait, il n'y avait pas seulement les experts en financement et puis les autres personnes qui travaillaient séparément. On a discuté des choses au sein du groupe élargi. Résultats généraux, pays bénéficiant de la garantie de marché, toutes les soumissions ont été finalement approuvées, certaines avec des révisions mineures. 10 pays bénéficiant de la garantie de marché. En général, le composant coût-financement a été confirmé comme l'une des sections les plus faibles dans la plupart des pays, mais l'évaluation de ces questions a été retirée des éléments critiques à évaluer pour le feu vert, parce qu'il y a beaucoup de pays qui avaient une bonne estimation des coûts, mais nous, on ne voulait pas bloquer les doses de vaccins qui arrivaient dans tel ou tel pays. Et bien qu'ils soient fondés sur les mêmes directives, les plans étaient très hétérogènes en termes de questions de base, de qualité, telles que le niveau de détail, l'horizon temporel, la couverture vaccinale supposée, l'inclusion des coûts des éléments tels que les ressources humaines, les indemnités journalières pour les activités de sensibilisation, etc. Et les coûts unitaires varient considérablement. Une coopération technique pour l'utilisation de l'outil de chiffrage a été proposée, mais la plupart des pays se concentraient sur les éléments critiques de l'évaluation qui étaient considérés comme critiques pour l'octroi des subventions ou non. Donc, les pays ne se sont pas vraiment concentrés sur la budgétisation. Alors, les pays autofinancés, la révision pour ces pays n'était pas obligatoire. Elle a été faite en termes plus généraux, mais en utilisant le SRF comme guide. Certains composants étaient absents. Il y avait un feu tricolore pour tous les éléments, rouge, absent, jaune, partiellement présent et vert, développé. Vous voulez que certains pays ont beaucoup de rouge, enfin de rose pour la section coûts, établissement des coûts. Quelquefois, cet élément était complètement absent du plan où il y avait très peu d'éléments là-dessus. Vous conclure en vous donnant quelques résultats de l'analyse des PNDV pour les pays bénéficiant de la garantie de marché et les autres, et les pays qui se finançaient eux-mêmes.
Vous voyez le budget total, y compris celui des vaccins, le prix des vaccins. On voit le nom, on ne peut pas voir les noms des pays parce que les informations sont assez confidentielles. Donc, vous voyez seulement des nombres, des chiffres et le coût total du, du déploiement, le coût des plans. Vous voyez ici, il s'agit de millions de dollars américains. Et à l'image suivante, eh bien, vous voyez les coûts totaux prévus en pourcentage des dépenses de santé antérieures. La charge attendue des plans de vaccination varie selon les pays et presque toute cette charge, on s'y attend, sera portée par un secteur public qui est déjà mal en point et très, très, très demandé. Vous voyez, les croix rouges représentent le pourcentage par rapport aux dépenses publiques en santé en 2018. On voit ici qu'il y a beaucoup de différences et les pays où, le pourcentage est de 8 ou 10 ou même 10 ou 15%. Là où vous voyez la flèche, eh bien, le, 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 le pourcentage était très, 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 très élevé. Donc, j'ai dû changer d'échelle là pour que le graphique ne soit pas trop énorme. Comme vous le voyez, 10% des dépenses totales de santé, c'est assez élevé, c'est très élevé même. Maintenant, coût unitaire de la fourniture uniquement hors vaccin, hors personnel de santé et hors chaîne du froid, de l'ultra-froid. Même si le financement était disponible pour les doses, les coûts de fourniture elles-mêmes sont importantes et la planification des activités de vaccination est cruciale pour la réussite de la vaccination au-delà des petits groupes initiaux de population, par exemple les professionnels de santé, etc. On voit que le coût à l'unité varie beaucoup. En général, il est au-delà de 5 dollars à la dose, ce qui est beaucoup plus élevé que certains pays qui ont payé moins d'1 dollar. Euh, En Amérique, on a des pays qui sont tout petits, comme les îles des Caraïbes. Et là, le coût par unité est plus important, mais la plupart des différences que vous voyez ne sont pas dues à la taille du pays. Les caractéristiques des pays, mais on ne sait pas pourquoi. Ça vous donne une idée du fait que les pays, d'un pays à l'autre, ce qui a été fait a beaucoup changé et la qualité des plans a été très, très différente, variée énormément. Concernant les défis en matière de budgétisation, de financement et de planification pour les vaccins anti-Covid, certains des défis, c'était par exemple la couverture de la population prévue dans les plans. Ça variait d'un pays à l'autre beaucoup. La moyenne était de 50%, et certains pays ne prévoyant qu'un budget de 20% pour 20% de la population. Donc, c'est difficile de dire quelle était la qualité des plans.
quand, quand la couverture visée est seulement de 50%. Plusieurs pays ne prévoient pas de budget pour les nouveaux recrutements de professionnels de santé ou leurs heures supplémentaires, ou ont mis des chiffres trop bas. Ça, c'était difficile. Ça fait partie de notre dialogue avec les pays lors de la révision. On leur disait, mais vous n'avez pas inclus dans vos coûts le recrutement de nouvelles personnes ou bien les heures supplémentaires alors que vous en aurez besoin. Il faut, il est important d'établir les coûts de ces aspects-là. Quelquefois, euh, euh, d'autres facteurs de coûts étaient parfois absents, par exemple la prestation de services de proximité ou au contraire à distance, très loin, dans des zones reculées du pays. Et ce qui est important aussi, c'est que la plupart des plans présentent des budgets jusqu'en 2021, mais les coûts récurrents devront être inclus dans les futurs processus de préparation des budgets nationaux qui sont actuellement en cours ou bien engagés dans la plupart des pays, parce qu'on ne pense pas que la pandémie va s'arrêter bientôt. Donc, il va falloir que la vaccination contre la Covid devienne une vaccination de routine. Et donc, il est nécessaire d'adopter une perspective plus large de gestion des finances publiques et de renforcer le plaidoyer. Également, le flux de fonds, il est important que les fonds arrivent d'une manière régulière et il faut utiliser les mécanismes de financement existants et ne pas créer de nouveaux mécanismes parallèles qui affaiblissent les flux actuels des systèmes de santé, bien qu'il faille faire un compromis en ce qui concerne l'urgence et les goulets d'étranglement de la gestion des finances publiques. Il y a également un manque de financement et de relations avec les banques. Il y a d'autres domaines à renforcer. Là, il est important de coordonner et de planifier conjointement plusieurs composantes du système de santé dans les pays. Ça, c'est essentiel, cette coordination et cette planification pour garantir le succès des campagnes de vaccination et des réponses globales du système de santé au Covid-19. Ceci est particulièrement important dans le contexte de ressources nationales limitées, avec un espace fiscal réduit attendu, mais aussi, étant donné que tous les, les, les défis liés, les défis financiers liés à des revenus des États qui en diminution à cause de la crise économique, mais aussi avec les fonds internationaux à venir. Ces fonds internationaux doivent être utilisés de manière durable et sans porter atteinte aux autres services de santé essentiels. Il ne faut pas oublier l'immunisation de routine. Donc, il faut envisager qu'on ait un système global. Et donc, pour cela, eh bien, nous devons continuer à rendre notre coopération technique disponible, même de l'outil de chiffrage, qui soit adapté au pays. Il faut également renforcer la coordination avec les banques de développement au niveau national et régional, parce qu'elles financent les plans au niveau des pays. Donc, il faut rester en contact avec eux, avec elles pour coordonner les activités dans les pays. Et également, il faut une approche intégrale et globale, coordonner plusieurs initiatives comme les missions thématiques bilatérales, les IAR mini, les CPIE, les évaluations de post-introduction et les missions virtuelles conjointes, etc., pour voir comment les plans de vaccination ont été appliqués, y compris les perspectives financières.
Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre temps et je vais répondre aux questions qui se présenteront. Merci. Merci, Juan Pablo. Bon, si quelqu'un a des questions, mettez-la dans la partie questions et réponses. Ce serait bien d'avoir des questions de votre part. Pendant que nous attendons les questions, moi, j'aimerais en poser une. Comme vous l'avez dit, certaines parties des coûts étaient absents des budgets, comme par exemple certains professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des pays dans les Amériques qui vont avoir un autre plan pour 2022 qui inclura ces domaines de dépenses comme les heures supplémentaires? Certains des plans allaient au-delà de 2021, 2022, oui, pas 2023, mais effectivement, l'un de nos soutiens des appuis au pays, ça consistait à leur rappeler qu'ils devaient inclure certains éléments qui sont importants, qui coûtent de l'argent. Au début de l'année, eh bien, les pays étaient en retard pour mettre au point leur plan. Donc, peut-être qu'ils ont pensé que pour l'instant, euh, euh, les, les vaccins, étant donné que les premiers vaccins qu'ils allaient recevoir ne représentaient que 3 ou 5% de la population, eh bien, ces pays n'auraient pas besoin de main-d'œuvre supplémentaire, mais à l'avenir, ils vont devoir y penser et nous voulons soutenir les pays à l'avenir, dans les années à venir. Merci. Euh, Continuez à mettre les questions dans le QR. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Je voudrais faire un sondage concernant vos retours pour savoir combien vous avez appris. Est-ce qu'on pourrait voir justement ce sondage? Il y a 3 questions. Voilà. Est-ce que cette session a amélioré vos connaissances de la planification, de l'établissement des coûts et de la budgétisation du vaccin contre le Covid-19 en Europe? Oui ou non? Est-ce que cette session a amélioré votre connaissance de budgétisation, de planification et d'établissement des coûts du vaccin contre le Covid-19 en Amérique, oui ou non? Et le troisième, est-ce que cette expérience est applicable à votre domaine de soutien à la vaccination anti-Covid, oui ou non? Voici les résultats. Pour plus de 85% d'entre vous, eh bien, vous comprenez mieux les processus de planification et d'établissement des coûts dans les 2 régions, en Europe et même dans les 2 régions. Et, et cette expérience est applicable à votre région du monde. Ensuite, vous allez voir maintenant les matériaux disponibles, les documents disponibles. Vous voyez les sites. Vous pouvez également communiquer sur le forum ou sur Telegram. Merci au soutien de l'équipe ECHO. Et vous pouvez trouver les enregistrements de cette session en anglais, français, russe et espagnol. Et la semaine prochaine, à midi,
heure d'été de l'Europe centrale, nous aurons une session sur la planification et l'application du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer. Vous pouvez déjà vous inscrire. Voilà, je vous remercie de votre participation et puis nous avons hâte de vous retrouver et merci aux interprètes qui ont fait un très bon travail. Et puis, si vous avez des questions liées au sujet de notre session auquel il n'a pas été répondu pendant la session, sera communiqué aux experts techniques. On y répondra et les réponses seront renvoyées par email. Voilà, merci beaucoup.